Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, transition énergétique, transition vers la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire avec notre invité Dominique Vignon, l'ancien PDG de Framatome, président du pôle énergie de l'Académie des technologies, l'académie qui fait des propositions justement sur les transitions majeures de nos sociétés à l'horizon 2030-2050. Notre débat, il portera sur les déchets du bâtiment. La filière de recyclage se met en place. La loi AGEC prévoyait un démarrage dès le 1er janvier, mais les craintes inflationnistes, entre autres, obligent à retarder sa mise en œuvre. Et puis, dans Smart Ideas, c'est The Energy et ses centrales solaires hybrides que je vous présenterai. Voilà pour les titres. On les développe tout de suite, c'est Smart Impact. Bonjour Dominique Vignon, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le président du pôle énergie de l'Académie des technologies, l'ancien patron aussi de Framatome. L'Académie des technologies, fondée en 2000, rassemble 337 membres, dont 4 prix Nobel. Et votre devise, c'est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Quel est le rôle de l'Académie ? L'Académie des technologies, c'est une académie, donc c'est un lieu de dialogue, un lieu de confrontation d'idées, un lieu d'échange, et c'est quelque part un lieu de conseil. L'Académie des technologies est un spin-off de l'Académie des sciences. Elle comporte de nombreux scientifiques, mais elle comporte aussi des technologues. Elle comprend un certain nombre de membres qui sont plutôt spécialisés dans la perception, les usages des technologies. Elle comporte des psychologues, des économistes, des médecins, etc. Et donc, l'Académie des technologies, une des 5 grandes académies placées sous la haute protection du président de la République. C'est un lieu de conseil de personnes qui veulent confronter le développement technologique et la société. Oui. Est-ce que vous diriez, on sort d'une... Enfin non, on n'en sort pas d'ailleurs, on est dans une période où la parole scientifique a été particulièrement, on va dire, secouée par la crise Covid. Est-ce que vous diriez que les missions de l'Académie des technologies sont renforcées par ce défi ? J'élargis votre constat. Il y a depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, et de façon sans doute croissante, une défiance vis-à-vis des experts. Or, nous sommes des experts. Et d'un autre côté, la crise du Covid a quand même montré que tant le système pharmaceutique que le système médical, que les médecins, ils ne sont pas mal débrouillés. Leur expertise me paraît plutôt renforcée. Oui, on peut inverser la perception de la période, voilà. C'est vrai. Et donc, ce que nous souhaitons, avec notre indépendance, qui est totale, notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, mais vis-à-vis de tout groupe de pression, quel qu'il soit, c'est apporter une expertise la plus construite possible, en espérant qu'elle soit partagée. Lors du séminaire annuel de l'Académie des technologies, vous avez donc abordé les transitions de nos sociétés à l'horizon 2030-2050. On va évidemment se concentrer sur l'énergie avec vous. Alors évidemment, vous êtes l'ancien patron de Framatome, mais la France peut-elle faire l'économie du nucléaire, peut-être, pour commencer ? Je ne sais pas s'il faut commencer par cela. J'ai quitté Framatome il y a 20 ans, 21 ans. Donc c'est une société qui était magnifique, qui a eu des hauts et des bas, mais je n'ai pas la terre de Framatome accrochée à mes chaussures. Je parle aujourd'hui, 21 ans après, avec pas mal d'indépendance. Peut-on se passer du nucléaire ? Je vais vous dire très objectivement, rationnellement, oui, mais c'est très difficile et très coûteux. Donc c'est plus difficile et plus coûteux que de le garder. Il y a eu pas mal de scénarios comme ça à l'horizon 2030-2050, celui de RTE, celui de l'ADEME. Est-ce que vous vous situez dans cette logique-là, dans cette perspective ? Vous parliez de conseil, c'est-à-dire donner des outils aux gouvernants pour prendre les bonnes décisions. Oui, tout à fait. Par certains travaux publiés récemment, nous avons précédé RTE en montrant
ce dont nous sommes complètement convaincus, qu'il n'y a pas de transition énergétique sans, premièrement, des économies, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais deuxièmement, une très forte croissance de la production d'électricité. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de décarbonation de l'énergie sans croissance de l'électricité. Nous l'avons dit, RTE a été partiellement dans ce sens dans son dernier rapport, dans deux de leurs scénarios, pas dans le scénario médian, mais dans deux de leurs scénarios un peu plus élevés. L'ADEME n'est pas du tout sur ce terrain. L'ADEME est, j'allais dire, minée par la philosophie de la décroissance. Mais la difficulté quand même, quand on se projette, cette bascule vers le tout électrique, c'est la capacité à produire des batteries en nombre suffisant pour alimenter notamment voilà, les voitures, les trottinettes, les scooters, j'en passe et des meilleurs. Pour un usage que vous venez de citer, ce sont les mobilités. Oui, les mobilités, il faut embarquer l'électricité à bord d'un véhicule, il faut des batteries. Alors, pour cet usage, actuellement, on utilise des matériaux relativement rares et surtout dont les conditions d'exploitation, de transformation ne sont pas très bonnes. Beaucoup se passe en Chine, donc on est dépendant, etc. C'est une vraie vulnérabilité. On peut en sortir avec des matériaux alternatifs, et là il y a beaucoup de recherche et développement à faire, mais surtout, c'est l'usage mobilité qui passe par les batteries. Il y a beaucoup d'autres usages qui ne nécessitent pas de batterie. Par exemple, dans nos maisons ou nos appartements. Par exemple, effectivement, nos maisons, nos appartements, il faut les isoler. Mais actuellement, on fait brûler du gaz dans des chaudières à gaz. Ceci est amené à disparaître, au moins essentiellement. Et ces chaudières à gaz vont être remplacées par des pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur qui ont des rendements très élevés, beaucoup plus élevés que le chauffage thermique de nos ancêtres. Eh bien, ces pompes à chaleur, il n'y a pas de matériaux rares dedans. On parle d'investissements très lourds qui dépendent des États, qui dépendent de l'Europe. C'est à ce niveau-là que la réponse doit intervenir ? Il faut en être absolument conscient. Nous pensons qu'on a très largement sous-estimé l'ampleur de ce qu'est la transition énergétique. Ce sont des investissements considérables sur beaucoup d'années, sur une trentaine d'années, voire plus, et qui vont se compter en milliers de milliards d'euros. Et ceci ne peut pas être laissé à l'initiative des forces du marché ou même à l'initiative des seuls territoires. Les territoires, c'est très bien pour promouvoir des opérations, etc. Mais il faut une stratégie de l'État français, dans un cadre européen. Ouais. Et ça suppose aussi peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de gouvernance, de réussir à trouver quand même de la flexibilité, de la réactivité qui sont essentielles quand on parle d'innovation, de création de nouvelles filières, etc. quoi. C'est une des grandes difficultés, puisqu'on parle d'une transition pour être zéro émission nette en 2050. Et 2050, c'est extrêmement lointain. Personne n'est capable de dire comment va être le système en 2050. Donc, il faut faire des petits pas, il faut partir, et puis accepter que progressivement, en fonction des circonstances, on ajuste le système. Mais souvent, l'État, c'est une lourde machine. Donc Souvent, l'État, c'est une lourde machine, et en ce moment, l'État, c'est une lourde machine. Aujourd'hui, il faut décider ce qu'on fait, au moins pour une première étape, d'ici 2030. Or, ce n'est pas ce que nous nous préparons à faire. Le ministère de la Transition écologique vient de relancer une série de consultations visant à réviser les programmes nationaux, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Ça va sortir, les résultats vont sortir en 2023-24. C'est trop tard. Donc il faut accélérer. Dernier mot, le temps file trop vite, mais pour réussir cette transition, il y a quand même un enjeu majeur qui est l'enjeu des talents, des compétences. Or, on est plutôt dans une période où les scientifiques et les chercheurs français, ils ont un peu tendance à aller ailleurs parce qu'ils sont tellement mal considérés en France qu'ils vont voir ailleurs. C'est pas simplement les scientifiques, c'est les ingénieurs. On forme de moins en moins d'ingénieurs et malheureusement, toutes les disciplines en souffrent. Si vous vous intéressez à l'aviation, vous verrez que les jeunes qui rentrent à Supaéro, ils ont des doutes sur leur futur métier. S'agissant de l'énergie, c'est la même chose. Et
s'agissant du nécessaire nucléaire, si il n'y a pas un cap qui est donné, il n'y aura pas de jeunes ingénieurs venant de cette filière, c'est certain. Merci beaucoup, merci Dominique Vignon d'être venu présenter ces transitions 2030-2050 de l'Académie des technologies. On passe à notre débat tout de suite et on va donc parler des déchets du bâtiment. Là aussi, l'enjeu est énorme. Créer une filière de recyclage des déchets du bâtiment, c'est l'enjeu de notre débat. Je vous présente mes invités. Marie Combarieux, bonjour. Vous êtes la présidente d'Ecodrop. À vos côtés, Feriel de Riche, bonjour. La directrice du salon immobilier bas carbone, le CIPCA. C'est quoi Ecodrop? Allez, on démarre comme ça. Alors, Ecodrop propose des solutions de gestion de déchets pour les professionnels du bâtiment qui sont simples et éco-responsable et très agile. Donc concrètement, on propose toute solution de collecte de déchets sur chantier, depuis la petite camionnette 6 mètres cubes jusqu'à la grosse benne 30 mètres cubes, en passant par des solutions de big bag, transport agréé pour des déchets dangereux, des terres. En fait, on propose l'exhaustivité des solutions aux besoins de nos clients sur toute la France. La filière, elle existe et il faut la rendre accessible, ou alors elle est en cours de construction en quelque sorte? Elle existe totalement sur la gestion des déchets. Oui. Maintenant, il faut aller créer des conditions pour que tous les chantiers soient concernés pour aller dans la filière. Et l'enjeu demain, c'est de faire en sorte qu'elle soit organisée pour gérer des déchets triés en vue de leur recyclage. Et ça, on a encore du travail. Feriel de Riche, ce salon immobilier bas carbone, il doit avoir lieu quand? Et alors, c'est quoi l'idée, c'est quoi l'ambition de C'est le premier, je crois. C'est le tout premier, ouais. Tout à fait. Il aura lieu du 22 au 24 septembre prochain au Grand Palais éphémère à Paris. Le lieu choisi n'est pas anodin. Voilà, lui-même, dont son éco-construction est par Villemotte. Par ailleurs, le grand architecte. C'est une toute première édition qui a pour ambition de réunir tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, c'est-à-dire les villes, les territoires, les promoteurs immobiliers, les constructeurs, les architectes et surtout les solutions aujourd'hui qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif bas carbone, voire zéro carbone. Alors il y a déjà une multitude d'acteurs qui sont très engagés dans le secteur. C'est à l'initiative, ce salon est à l'initiative, entre autres, de notre partenaire, l'association BBCA, l'association bas carbone. Donc vous avez, au sein de cette association, je vous le disais, à peu près 150 membres. Vous avez aussi bien des promoteurs immobiliers que des territoires, que des architectes, que des solutions aussi innovantes, des constructeurs. Donc il y a une prise de conscience collective, on en est bien conscient. Il faut dire que les enjeux sont énormes. Le BTP, premier secteur producteur de déchets en France, près de 260 millions de tonnes de déchets par an. C'est l'ADEME qui donne ces chiffres. Et on estime que 50 millions de tonnes se retrouvent déposées dans la nature en décharge sauvage. Est-ce que vous diriez, Feriel de Riche, que c'est un changement quand même assez radical des habitudes, voire des process industriels qu'il faut impulser? Oui, il est temps d'agir. Certains agissent, mais un peu chacun de leur côté. Un peu chacun de leur côté. C'est aussi l'objectif de cet événement, en fait, c'est d'échanger autour de bonnes pratiques aujourd'hui, de s'inspirer des uns et des autres. Il y a urgence. Il y a une véritable urgence. Et puis on constate aussi qu'il y a plein de choses qui sont pas encore faites au niveau de la construction, des chantiers. Parce que je pense qu'on va beaucoup en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque ? Je ne peux pas dire qu'il manque la sensibilisation des acteurs qui se trouvent, si je puis dire, en haut de cette pyramide, c'est-à-dire que ce soit les territoires ou la promotion immobilière. Derrière, on confie des chantiers. Alors, il s'agit particulièrement aujourd'hui de sujets de déconstruction et de reconstruction de bâtiments. Et ces chantiers ne sont pas toujours gérés comme il le faudrait, que ce soit qu'il s'agisse du tri des déchets, du recyclage aussi. On en est conscient à une échelle de promotion immobilière et territoire, on en est tout à fait conscient. Et c'est pour ça que moi, il me semble évident et d'autant plus pertinent que
des initiatives. Alors justement, Marie Combarieux, pardon de vous interrompre. Est-ce que vous vous sentez parfois comme ça, des réticences, où je parlais de changement d'habitude, changement de mentalité? Est-ce qu'il y a un peu d'évangélisation que vous devez encore pratiquer? Il faut qu'on dépasse l'évangélisation parce que ce n'est pas que de la bonne intention. Si on regarde comment ça se passe sur le marché aujourd'hui, on a des solutions technologiquement. Globalement, les industriels sont prêts à intégrer des matières premières recyclées. Ouais. On peut prendre du verre recyclé pour faire du verre plat, pour faire les vitres. On peut prendre du plâtre recyclé pour refaire des plaques de plâtre, du verre recyclé pour faire de l'isolant, donc globalement, et du PVC pour faire du PVC. Donc la technologie, d'un point de vue industriel, est prête. Là où ça pêche, c'est les flux logistiques. Et pour que la technologie marche bien, chez l'industriel, il faut que les flux qui leur soient apportés soient purs. Bien sûr. Et donc, il faut que ce soit bien trié. Ouais. Et pour que ce soit bien trié, il faut que l'acheminement se passe bien et que le tri sur le chantier soit fait correctement. Et là, il y a un nœud qui est à la fois d'habitude, certes, donc on en arrive à la sensibilisation, mais il y a un enjeu économique. Ça coûte cher de trier sur un chantier, c'est plus long, ça demande plus de soins, ça demande de la place pour mettre différents bacs. Donc il faut avoir organisé son chantier, il faut avoir appris à démonter une cloison plutôt que la casser violemment, il faut avoir mis le plâtre d'un côté, l'isolant de l'autre, la ferraille d'un autre côté, donc ça demande du temps et donc de l'argent. Et un peu d'infrastructure aussi. Et de la place. Alors, oui. c'est pas beaucoup d'infrastructures. Hein. Honnêtement, il ne faut pas en faire tout un plat non plus. Il faut avoir organisé les choses. Il faut travailler avec un partenaire dont nous sommes, qui est capable de venir chercher les déchets avec une cadence rapide pour que justement ça ne s'accumule pas avec des flux très importants sur la zone de stockage. Donc, il faut qu'on vienne rapidement et qu'on puisse transporter les déchets de manière triée. Et donc, c'est pour ça que nous, on sait mobiliser des types de transports différenciés pour les emmener vers les bonnes filières. Et après, à l'intermédiaire entre ce chantier et les industriels, c'est toute une filière. Et là, la logistique doit s'organiser. Et c'est dans ce sens-là que va une nouvelle loi dont on va peut-être parler, qui est la loi AGEC, qui a été votée en février 2020, qui emmène la filière dans cette direction, à la fois sur le plan économique et le plan logistique. Mais cette loi, effectivement, elle prévoit notamment de soumettre les produits de construction à une éco-contribution. Elle devait rentrer en vigueur là, au 1er janvier, sauf qu'elle a été retardée, notamment parce qu'il y a des craintes inflationnistes de ce que j'ai lu. Donc c'est vrai que cette éco-contribution, elle provoquerait quoi? Une augmentation de quoi, 5 à 10%, c'est ça? C'est ce que pas tant que ça. Et puis finalement, le prix des matériaux... en fait, on ne sait pas exactement. Et le problème, c'est que pour ça qu'on prend un peu de temps pour la mettre en place, enfin que l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il faut évaluer exactement de quel matériau est-ce qu'on parle, quelle est la valeur de l'éco-contribution, qu'est-ce qui va être pris en charge par ce phénomène-là, est-ce que c'est juste la logistique, la partie déchets, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça a un impact économique, certes, important si on regarde globalement, hein, on parle de 3 milliards d'euros. Donc c'est normal que les parties prenantes échangent et discutent pour savoir quelle est la meilleure manière de la mettre en œuvre. On pense chez Ecodroc que c'est une bonne chose qu'elle a été reportée pour être appliquée dans les bonnes conditions. Il faut que les acteurs soient prêts et c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, on est très favorable à la mise en œuvre de cette loi et on s'y prépare. C'est pas un mauvais signal pour vous, Feriel de Riche, qu'il y ait ce report finalement? Non, au contraire. Non, je pense que, comme dit Marie, il faut aussi se laisser le temps de bien faire les choses, d'intégrer chaque élément, chaque sujet, et rien oublier quand on... Oui, mais alors on va retarder de combien de temps? Là, c'est 1 an. Alors, il y a plusieurs pans dans la loi. Il y a une première loi, un premier pan sur la traçabilité, qui est un premier élément majeur, qui est de faire en sorte que le maître d'ouvrage, qui est le client in fine, qu'il soit petit, que ce soit un particulier, ou que ce soit un gros projet ou une collectivité territoriale, sache où vont ces déchets in fine. Et que l'ensemble de la filière qui l'organise sache le tracer, depuis le chantier jusqu'aux plateformes intermédiaires, en passant par le recycleur, jusqu'à l'industriel. Et là, on boucle cette économie circulaire avec ces déchets qui deviennent des matières premières secondaires. Donc, ça prend du temps à organiser. Et ce n'est pas parce que c'est décalé, la partie de la gratuité de cette REP. Hein, le problème, le système, c'est pareil que les frigos. Quand vous achetez un frigo, il y a une part d'éco-contribution qui sert à
gérer le frigo en fin de vie pour le recycler. Ça va être pareil. C'est pas parce que c'est reporté qu'il ne se passe rien. Les éco-organismes sont en train d'être agréés, ils sont en train de trouver justement les opérateurs qui vont mettre ça en œuvre. Donc on n'est pas du tout à l'arrêt. On est juste en train de travailler de telle manière que les choses puissent se mettre correctement en œuvre sans être un big bang à un moment où il y a déjà une tendance inflationniste. Évidemment, puisqu'il y a une pénurie sur certains matériaux. Donc on l'a bien compris. Feriel de Riche, il y a pas mal d'enjeux autour de la création de cette filière de recyclage des déchets du bâtiment. Il y en a un qui est important, c'est l'enjeu de l'emploi. Qu'est-ce que ça représente comme potentiel et puis aussi comme qualité d'emploi? Parce que là, on parle vraiment d'emploi non délocalisable, quoi. Au niveau de l'emploi au niveau de la construction ou sur c'est ça ou sur la création de cette nouvelle filière de recyclage des déchets. Alors, c'est justement un sujet qu'on va intégrer, nous, sur le CIPCA, sur une troisième journée qui sera plus ouverte au grand public, sur les emplois, justement, aujourd'hui, que ça peut générer, un nouveau type aussi, une nouvelle typologie d'acteurs qui soit embauchent ou soit sont à la recherche de talents. Après, peut-être que vous me parliez plus... Quelle typologie d'acteurs Ce sont... C'est des nouveaux métiers? C'est des nouveaux métiers. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent. Il y a aussi un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Je pense notamment à des bureaux d'études aujourd'hui, des grands bureaux d'études là, que j'ai pu rencontrer récemment, ou même des fédérations du bâtiment aujourd'hui qui ont vraiment besoin de sensibiliser les jeunes à l'émergence de métiers qui vont justement avec cette gestion environnementale aujourd'hui dans ces sujets d'économie circulaire. Ce sont des choses qu'on voit apparaître. Je me permets de rebondir sur une question de l'emploi opérationnel. On imagine bien que si on prend une benne de déchets mélangés sur un chantier et qu'on l'amène dans un trou, ce qui s'appelle l'enfouissement, ça va très vite et il n'y a pas besoin de manutention. Si on passe par des intermédiaires qui vont, par exemple sur les fenêtres, démanteler la fenêtre pour mettre le verre d'un côté et le cadre de l'autre, il faut de la manutention. Cette manutention, elle est souvent issue, c'est intéressant, de l'économie sociale et solidaire. Et donc on pense que ça va créer des centaines de milliers d'emplois, et c'est extrêmement intéressant, justement dans ces filières de tri, de gestion, de démantèlement, etc. etc. Donc voilà, c'est clairement générateur d'emplois et c'est une très belle chose. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à EcoDrop. On passe à Smart Ideas tout de suite. On parle énergie solaire. The Energy, c'est l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président Mathieu Lassagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand? Avec qui? C'était quoi votre idée de départ? 3 questions en une, allez. Alors, la société a été créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en 2019, avec des associés qui venaient, comme moi, du monde de l'énergie solaire, puisque c'est notre passé, mais également également des marchés de l'énergie et de l'aval, de la commercialisation. D'accord. Voilà. Donc il y avait les deux il y avait les deux composantes et c'est assez original dans l'énergie renouvelable. Et alors, quelle était votre idée de départ? Pourquoi vous créez The Energy? Alors, pourquoi est-ce qu'on crée The Energy? Parce que, comme je le disais, on a une longue expérience dans le solaire et que, paradoxalement, au moment où on se dit l'énergie solaire n'a jamais été aussi compétitive par rapport aux autres sources de production d'énergie, par rapport au nucléaire, au charbon, au gaz, on a perçu au cours de cette expérience passée, à l'international notamment, dans des pays qui étaient un peu plus en avance que ce que l'Europe, finalement les limitations, ce qui allait de notre point de vue constituer le plafond de verre du renouvelable. Et quelles sont ces limitations? La première limitation, c'est une limitation d'ordre physique, c'est-à-dire que le renouvelable a une production aléatoire, incertaine, il ne produit pas tout le temps, et donc c'est difficile à intégrer dans le réseau, surtout quand on considère le fait que l'énergie solaire est répartie sur le territoire, alors qu'on était plutôt habitué, ou les gestionnaires de réseaux électriques étaient plutôt habitués à avoir des grandes centrales de production. Donc, premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'énergie renouvelable produit quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et pas forcément quand le client en a besoin. En plein hiver. Exactement. Tant que la production renouvelable reste marginale, ces deux écueils n'en sont pas. Mais quand on commence à parler de projection de 50% d'énergie renouvelable, voilà, c'est un élément qui devient fondamental. L'enjeu, notamment, c'est le stockage?
C'est un enjeu majeur ? Effectivement, pour nous, la problématique de la flexibilité est cœur, et c'est finalement la solution qui nous permet ou qui permettra de lever les 2 écueils que je mentionnais. Et effectivement, c'est la solution que The Energy développe en combinant la production renouvelable classique et le stockage, qui est la nouveauté. C'est pour ça que vous parlez de centrales hybrides ? Tout à fait. La centrale hybride, c'est de la production solaire avec du stockage d'énergie. Voilà, c'est un peu comme les hybrides dans les véhicules qui combinent une production ou une motorisation thermique avec une motorisation électrique. Ouais. Alors, votre première implantation, c'était dans les Dom-Tom, c'était en Sicile, et vous adaptez votre offre à l'Europe continentale. Comment, d'une certaine façon ? Alors, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de centrales hybrides solaires plus stockage. J'allais dire que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Voilà, ça s'est développé beaucoup dans les îles parce que ça répond aux besoins locaux. C'est très compliqué de produire de l'électricité à partir de fioul, à partir de charbon dans une île parce qu'il faut le véhiculer. Voilà, et donc ça coûte cher. Et finalement, combiner du solaire pour de la production locale compétitive en le combinant avec du stockage pour en disposer tout le temps, c'est la solution idéale. Donc ça existe depuis un certain nombre d'années dans les îles. Ça n'a pas été développé par The Energy. L'originalité de The Energy, c'est effectivement d'importer cette solution qui existe déjà dans un contexte économique particulier en Europe continentale. Oui, et donc vous en êtes toutes de ce développement. Vous avez levé 40 millions d'euros. Donc c'est pour ce déploiement notamment ? Alors exactement, les choses vont vite. Donc The Energy a un peu plus de 2 ans. On a aujourd'hui 2 projets hybrides qui sont en construction, qui nous permettent de montrer que le modèle est validé. Alors pas tellement le modèle technique, puisque ça existe déjà, mais plutôt le modèle économique qui permet de les rentabiliser en France continentale. 2 projets dans le Loir-et-Cher. Le premier est construit, il attend son raccordement. Le deuxième, la construction commence. Et maintenant qu'on a montré que ça fonctionnait, il s'agit d'accélérer en France, mais également en Europe. On est présent en Italie. Vous mentionnez l'Italie qui est un pays avec de forts enjeux, l'Allemagne, l'Espagne et ensuite le Royaume-Uni. Vous parliez du modèle économique. C'est quoi le modèle économique ? Le modèle économique, c'est finalement comment est-ce qu'on rentabilise quelque chose qui est très cher, le stockage, dans un marché avec un niveau de prix qui est beaucoup plus faible que celui des dom-tom des îles. Voilà. Et donc on a adopté finalement l'approche qu'ont souvent, je cite souvent cet exemple des taxis ou des VTC, ils ont finalement quelque chose qui vaut très cher, qui est leur véhicule. Comment ils font pour le rentabiliser ? Ils conduisent, ils partagent entre plusieurs chauffeurs. Nous, on a développé un système informatique qui permet d'exploiter ce stockage, de tirer des revenus de stockage toute la journée, toute la nuit. Voilà. Et c'est l'originalité qui nous permet aujourd'hui d'être compétitifs. D'un mot, après cette levée de fonds, il y a des recrutements en cours. Quel type de profil vous cherchez ? Alors, évidemment, il y a des recrutements en cours. The Energy, aujourd'hui, c'est 15 personnes. On ambitionne d'être plutôt 30-40 à la fin de l'année 2022. Donc, beaucoup de recrutements à effectuer. Dans les 2 compétences qui sont un peu nos 2 jambes. La première, évidemment, c'est la production renouvelable, le développement de projets, la construction, le financement. La deuxième, c'est la spécificité de The Energy. C'est cette approche marché, voilà, la capacité à gérer ses actifs qui sont vivants, contrairement à une centrale solaire éolienne qui finalement produit un peu par défaut. Là, on a des choix en permanence à réaliser. Merci beaucoup. Merci Mathieu Lassagne. À bientôt sur Bismart. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury, qui est la productrice, la programmatrice de cette émission, qui fait un boulot d'enfer depuis le début de la saison, et ça va être pareil en 2022. Je voudrais remercier Romain Luc à la réalisation, Amanda Montero au son. Merci à toutes les équipes de Bismart, et puis un coucou aussi à Aurélie Planex, qui est la rédactrice en chef et qui tient cette rédac de main de maître. Salut, passez de belles fêtes. Il y aura des bons moments, les meilleurs moments de nos émissions. On se retrouve en 2022.